Romuald Foncois, je suis très heureux de le recevoir ici. C'est non seulement un grand professeur, mais c'est un grand frère qui est mentor, qui nous a vu venir en littérature, en écriture. Et c'est avec plaisir que j'ai appris à l'époque qu'il avait été nommé ici à l'université de Paris 4 à la Sorbonne, où il enseigne les littératures africaines et où il dirige le Centre international d'études francophones, le CIEF, depuis 4 ans. Il a été successivement maître de conférences de littérature générale et comparée à l'université de Cergy-Pontoise, puis professeur de littérature française et francophone à l'université de Strasbourg. Il a été également depuis 2000 fellow teacher à Middlebury College à Vermont, aux États-Unis. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont la Société d'histoire littéraire de France. Il est juré de plusieurs prix littéraires, dont le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout Monde, fondé par un de ses grands amis, Édouard Glissant, et le prix littéraire Amadou Kourouma, qui se donne au Salon du Livre de Genève, en Suisse. Il dirige actuellement la collection Lettres francophones aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, à côté, à la suite de Madame Beida Chiki, et co-dirige avec Jean-Marc Moura, qui était notre invité ici, et Dominique Combe, la collection Bibliothèque francophone aux éditions classiques Garnier. Il est par ailleurs rédacteur en chef de la revue Présence africaine, fondée en 1947 par Alioune Diop, mais tout le monde connaît maintenant cette revue ici parce que ça fait partie des publications que nous avons citées dès les premières leçons. Ses enseignements et ses recherches portent sur les questions de littérature générale, et à partir de là, en francophonie aussi. Il est l'auteur de très nombreux articles publiés dans diverses revues françaises et étrangères et de plusieurs ouvrages individuels et collectifs. Et j'ai beaucoup aimé un de ses livres que j'utilise, qu'il a écrit sur Aimé Césaire, un pavé de plus de 400 et quelques pages, qui est, à mon avis, l'un des livres les plus complets et les plus intéressants si on veut entrer dans l'univers d'Aimé Césaire. Aujourd'hui, il va nous parler de non seulement la posture, il ne veut pas le mot de posture, mais il préfère celui de les figures de l'écrivain francophone. J'ai bien peur que je ne sois figuré à l'intérieur, mais avec Romuald Foncois, les coups de théâtre sont toujours imprévisibles. En tout cas, je le laisse sous vos ovations. Romuald Foncois. Je voudrais remercier chaleureusement Alain Mabankou pour son accueil et dire combien il me fait plaisir de me retrouver ici aujourd'hui pour parler des figures de l'écrivain francophone contemporain. J'ai beaucoup hésité avant de vous faire les propositions qui vont suivre sur 4 ou 5 pistes. Alors c'est toujours le problème des professeurs d'université, c'est qu'ils donnent un sujet, après ils ne savent pas le traiter. Alors l'une des pistes que je ne traiterai pas était de tracer l'histoire de l'écrivain francophone contemporain depuis son invisibilité jusqu'à sa visibilité. C'est-à-dire depuis au moins les années 20 jusqu'à 2000-2015, et en me situant simplement du côté de la photographie. Alors je ne l'ai pas fait parce qu'Alain étant mon ami, je n'ai pas envie de montrer toutes les photos d'Alain Mabankou, photos contemporaines qui d'une certaine façon ressemblent alors à celles de Dany Laferrière, ressemblent alors à celles de Kossi Efui, ressemblent à celles de Kofi Kwaoulé, ressemblent à celles de Léonora Miano, pour essayer de montrer comment il y a bien sûr une visibilité de l'écrivain francophone contemporain, visibilité que l'on peut voir à travers la photographie. Donc je n'ai pas voulu le faire. Mais c'est parce que, je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, je n'ai pas voulu montrer toutes les belles photos d'Alain Mabankou qui comptent, et je le rappelle à toutes fins utiles, dans la compréhension que l'on peut avoir aujourd'hui de la littérature. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas la littérature francophone vont dans une librairie et qu'est-ce qu'ils voient? Un livre, et sur le dos duquel ils voient un auteur. Et un auteur, c'est Alain Mabankou. Peut-être que c'est ça qui attire le chaland. Ça peut être assez intéressant. Donc, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Ce que je n'ai pas voulu faire aussi, et qui aurait été très, très intéressant, mais on n'en aurait pas eu le temps, c'est de retracer, là encore, toute une autre histoire, mais une histoire des querelles des écrivains, depuis au moins les années 20 et les années 30 jusqu'à ces derniers temps, puisque la littérature ne fonctionne que sur le scandale.
Et le scandale ne commence pas aujourd'hui, ça commence dans les années 20, ça commence dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60. Je parlerai un peu d'un petit scandale, d'une querelle entre Senghor et Mongo Betty tout à l'heure, mais ce sera très rapide pour ne pas rappeler la querelle, parce que ça se réconcilie assez bien. Donc je ne parlerai pas de ça non plus. En revanche, ce dont je voudrais parler, et qui me paraît sans doute être la chose la plus intéressante, c'est de me poser la question de savoir comment les écrivains eux-mêmes arrivent à répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de la littérature, ou plutôt qu'est-ce que vous avez fait de la figure de l'écrivain. Et cela se trouve à la fois dans les propos et les discours qui sont en dehors de la littérature, mais ça se trouve dans les propos et les discours qui sont dans la littérature. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la réponse que les écrivains apportent eux-mêmes au regard qu'on porte sur leur art, au regard qu'on porte sur la littérature, et précisément à ce que nous faisons en fait, de cette littérature-là. Et je l'ai choisi en espérant que je vais être court. J'espère que je serai assez court. Alors pourquoi cette question est une question qui est importante? D'abord parce que, au fond, comme j'avais dit qu'il s'agissait de traiter de l'écrivain contemporain, j'ai voulu rester un tout petit peu scolaire, c'est-à-dire en me posant la question de savoir, au fond, quand commence cette affaire de l'écrivain contemporain? Pourquoi écrivain contemporain? Donc ça veut dire qu'il y a des écrivains qui ne sont pas contemporains. Est-ce qu'il y aurait des écrivains qui ne sont pas contemporains dans la littérature francophone? Ça, c'est un peu compliqué, surtout quand on va du côté des historiens, puisque comme vous le savez sans doute, n'est-ce pas, les historiens qui sont très intelligents commencent la période contemporaine avec la Révolution. Donc voilà, je ne vais quand même pas nous faire remonter à la Révolution pour ça. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait partir de Sartre, de Jean-Paul Sartre, qui, au fond... Donc, je disais, n'est-ce pas, que, évidemment, je partirais, bien sûr, de Jean-Paul Sartre, qui considérait, au fond, que l'écrivain contemporain, c'était un écrivain dont on pouvait situer la naissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et pour qui... et qui a quelque chose à dire, et qui doit être solide. Pourquoi? Parce que le matériau sur lequel travaille l'écrivain contemporain, c'est la langue. Et c'est la langue commune, celle que vous et moi nous parlons, mais celle que l'écrivain va utiliser d'une façon qui est une façon totalement différente. J'entends celle qui sert de véhicule, nous dit-il, à toutes les propositions des membres d'une société. Et le langage, dit-on, sert à s'exprimer. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et donc, évidemment, c'est ce qui nous sépare d'Alain Mabankou. Nous n'avons rien à dire, lui, il a quelque chose à dire. Les écrivains se présentent justement aux contemporains parce qu'ils ont quelque chose à dire. Et d'ailleurs, je dirais, sous forme de boutade, s'ils n'avaient rien à dire, je ne serais pas là. Le critique vient toujours après, en quelque sorte, les écrivains. C'est peut-être pour ça qu'il m'a invité, pour pouvoir parler de littérature. Alors, évidemment, ce qui est caractéristique, je le disais, n'est-ce pas, de cette posture de l'écrivain francophone contemporain, c'est qu'il refuse les étiquettes qu'on leur a attribué jusqu'ici. Et donc, je vais vous en proposer quelques-unes d'étiquettes qu'ils refusent. Et le problème de l'étiquette que ces écrivains refusent repose précisément sur l'adjectif. Alors, ils vont refuser tous les adjectifs possibles: africain, francophone, immigré, migrant. Il y a bien là, n'est-ce pas, tous les termes qu'on a utilisés jusqu'ici pour pouvoir définir ces écrivains et qu'ils vont rejeter tous en bloc pour des raisons, n'est-ce pas, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Alors, prenons quelques exemples. Dany Laferrière considère qu'au fond, si on prend tous ces adjectifs-là, qui permettent en quelque sorte de définir l'écrivain, il ne s'agit, nous dit-il, n'est-ce pas, que de la remontée de ce qu'il appelle la névrose coloniale. Et c'est tout cela qui remonte à la surface chaque fois que j'entends les expressions écrivain migrant ou littérature migrante. J'y suis tellement allergique que j'ai automatiquement envie de me gratter. Alors, se gratter, ils vont tous se gratter à propos, n'est-ce pas, de cette notion. Commençons donc par Alain Mabankou, qui lui va se gratter. Alors, il se gratte dès lors, n'est-ce pas, qu'il entend parler de francophonie. Il dit la francophonie, oui, le ghetto, non. Pourquoi? Parce que le terme de francophonie a, pendant longtemps, n'est-ce pas, désigné un ghetto, c'est-à-dire une sorte d'espace dans lequel on range des écrivains qui sont des écrivains ou d'origine africaine, ou d'origine antillaise, ou d'origine caribéenne, mais dans lequel, n'est-ce pas, on ne prend pas dans son ensemble tous les écrivains qui parleraient, n'est-ce pas, une langue française, que ce soit Beckett, par exemple, ou Makin, ou Kundera, ou Sioran, ou Semprún. Alors, évidemment, il n'est pas content. Il considère que si on parle des écrivains francophones, il ne faut pas faire de hiérarchie. Si on fait une hiérarchie, alors, évidemment, n'est-ce pas, il y a un véritable problème. Puisqu'il s'agit là, nous dit-il, bien sûr, d'un certain distinguo qui ne correspond pas du tout, n'est-ce pas, à la notion de littérature francophone. Ou les écrivains francophones sont tous les écrivains qui parlent français, ou rien. C'est effectivement, n'est-ce pas, son point de vue. Dany Laferrière va évidemment s'insurger contre la notion de l'écrivain immigré. Et il dit, n'est-ce pas, j'ai beau dire que cette dénomination n'existe pas, on ne lasse pas de l'employer, on devient écrivain précisément pour fuir les étiquettes.
et préciser son identité. Je suis ce que j'écris. Et là, on nous qualifie d'écrivain immigré ou venu d'ailleurs. L'écrivain veut plutôt nous amener ailleurs. Il a un pouvoir absolu sur son territoire. Il ne peut être nommé par quelqu'un d'extérieur. C'est lui qui nomme. Et donc, évidemment, vous comprenez que je suis encore une fois de plus, n'est-ce pas, dépendant des écrivains qui me demandent donc de les nommer. La littérature migrante, c'est quoi? Continue Daniela Ferrière. On dirait une horde de sauterelles prêtes à tout dévorer sur leur passage. J'ai l'impression d'avoir une toile au fond, chaque fois qu'on dit de moi que je suis un écrivain immigrant. On a beau protester, les maîtres s'en foutent, tous pareils. Ils vous nomment sans votre consentement et s'étonnent que vous ne les remerciez pas. C'est incroyable, une société si chatouilleuse de sa dénomination qu'elle n'hésite pas à nommer l'autre. Fin de citation. Alors, évidemment, ça peut être beaucoup moins poli que ces différentes formules. Hein. Toujours Daniela Ferrière, dans un article du Monde, le premier qui écrit que j'ai un style tropical ou que je suis écrivain caribéen, je lui casse la gueule. Ça, c'est la version française. Alors, il y a une autre version, n'est-ce pas, qui est la version anglaise, qu'un certain nombre, bien sûr, n'est-ce pas, d'écrivains francophones vont reprendre, et c'est la version de Dambuzo Marechera, hein, l'écrivain du Zimbabwe. I'm not an African writer. I'm a writer. Oh, fuck you. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Alors, évidemment, c'est surtout, n'est-ce pas, FC, n'est-ce pas, c'est quand même là que c'est important. Alors, évidemment, la raison pour laquelle ils s'insurgent tous, je le dis, n'est-ce pas, contre ces étiquettes, c'est bien parce qu'on essaie de mettre ensemble ceux qui se ressemblent physiquement. Et que par là même, on ne fait pas la littérature, dit Daniela Ferrière. La littérature sud-américaine, la littérature noire, la littérature des femmes, la littérature postcoloniale. Ah, c'est le bouquet, celui-là. Mon ami n'est pas là, alors qu'on dirige il ne serait pas très content. Si d'aventure vous vous libérez de la colonisation, vous entrez dans l'ère postcoloniale. Ça n'a pas de fin. Les colonisés deviennent, après leur indépendance, des ex-colonisés. Il faut le faire quand même. Je tire tout cela, n'est-ce pas, de son dernier texte publié à cette date, tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. J'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir. De Mongo Betty précisément. Alors lui aussi, qui s'insurge contre les différentes étiquettes et qui, dans des conseils qu'il donne, n'est-ce pas, à un jeune écrivain francophone ou les 4 premiers paradoxes de la francophonie ordinaire, il dit, c'est le 3e conseil, à ce jeune écrivain, attends-toi à être toujours le jeune écrivain africain, quel que soit ton âge. En effet, les critiques de la francophonie, c'est-à-dire les critiques français, je ne suis pas sûr que ce soit toujours juste, semblent ne point savoir quoi faire de l'écrivain africain confirmé. C'est que tout se tient. Un peuple mineur peut-il avoir des écrivains majeurs? Non, bien sûr. Ce serait une situation contraire à tous les principes du cartésianisme. Fin de citation. Alors, évidemment, Mongo Betty, on le sait très bien, n'est-ce pas, n'était pas le premier pourfendeur de la francophonie. Si on avait le temps, n'est-ce pas, on en parlerait ici. Je reviens encore à Daniela Ferrière. À propos toujours des différentes catégories, et ici il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, de la catégorie de l'écrivain haïtien, je me rappelle avoir participé au Mans en France avec des écrivains venant d'Haïti, à un colloque où Haïti était le pays invité. La brochure disait « Haïti, une ancienne colonie française ». J'ai dit à l'organisatrice « Vous avez une meilleure mémoire que moi, car après 200 ans d'indépendance, on avait oublié ce détail. » C'est comme si je rappelais à la France qu'elle était une ancienne possession romaine. Alors, c'est que les écrivains veulent tous faire comme Mongo Betty. Ils veulent pouvoir écrire avec l'assurance que leur œuvre sera exposée, comme celle de tous les confrères blancs et noirs, et on revient à ce que disait tout à l'heure Alain Mabankou. Tous leurs confrères blancs et noirs, sans discrimination aucune, dans les vitrines des librairies, appréciés par les critiques au-delà des tabous et les consignes occultes des pouvoirs, diffusés en Afrique, lus par leur public africain. Quelle que soit la langue, pourvu qu'elle m'offre des facilités, j'en deviens idolâtre. Alors, s'ils ne sont ni africains, ni immigrés, ni migrants, comment est-ce qu'il faudrait les nommer? Comment vous appelez-vous alors? Écrivain. Comme vous dites, médecin ou ingénieur, même pour ceux qui ne viennent pas d'ici, groupez les écrivains par sensibilité et non par territoire, et vous verrez combien la réflexion critique s'enrichira. Mais c'est plus difficile à faire, car il faudra dans ce cas lire les œuvres. Alors que le profilage est vite fait. On vous classe selon votre gueule. Fin de citation. Alors, tout le but d'un écrivain, c'est de faire comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est de faire comme médecin,
c'est de faire comme ingénieur, c'est de faire comme balayeur, c'est de faire comme éboueur, c'est peut-être même de faire comme enfant soldat. Étant entendu que nous sommes bien dans des catégories qui sont des catégories de profession, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir dans un moment. Parce que la figure de l'écrivain, on le sait très bien, n'est-ce pas, en Afrique, est une figure qui est rare et vulnérable, nous dit Abdourahmane Waberi. Dans les pays du Sud où l'oralité est encore triomphante, l'illettrisme la norme et la fin du livre partout endémique, écrire, c'est d'abord se soustraire au babil quotidien des proches, un geste si peu compatible avec la sociabilité. Écrire, l'acte le moins partagé du monde. Et pourtant, on continue d'écrire, de Dakar à Djibouti, de Port-au-Prince à Bamako. Et nul ne peut lire d'un cœur sec les romans sortis de ces gisements-là. La pratique scripturale, dans ces cas-là, se décline sur le mode de la passion ou de la mission, loin des flux d'argent et des coteries à l'œuvre dans la République mondiale des lettres. Alors, s'il faut donc définir l'écrivain de ce point de vue, s'il faudrait donc en dégager une figure, ça n'est pas du tout, comme on l'a fait jusqu'ici, une figure qui est celle du politique, qui est fait, bien sûr, n'est-ce pas, de tout casser, de se mettre à la place de l'homme public, de renverser les pouvoirs, ce qui est également une de ses missions, comme l'a dit à un certain moment donné Mongo Betty, c'est que l'écrivain francophone contemporain a fini par comprendre que son travail, c'est un vrai travail, que la littérature, c'est un artisanat, que l'écrivain est un artisan et que la littérature est une fabrique. C'est les conditions de possibilité de la compréhension justement de la littérature et de son maintien. C'est ce qui permet en quelque sorte, n'est-ce pas, que la littérature ne se confonde à rien d'autre qu'à elle-même. Et c'est bien ce que disait, n'est-ce pas, Jean-Paul Sartre, qui, on le sait très bien, n'est-ce pas, dans les années 40, était le grand défenseur, n'est-ce pas, de l'engagement. L'écrivain ne peut être qu'un écrivain engagé. Sa production ne peut être, n'est-ce pas, qu'une production qui vise, en quelque sorte, n'est-ce pas, à renverser les pouvoirs. Dans le plaidoyer pour les intellectuels, revenons sur cette situation, Jean-Paul Sartre écrit « L'écrivain est un artisan qui produit un certain objet verbal par le travail sur la matérialité des mots en prenant pour moyen les significations et le non-signifiant pour fin. » Alors évidemment, ça change tout de suite. Alors, je vois que j'ai l'impression, n'est-ce pas, d'avoir plombé un peu la salle, mais c'est quand même ça le travail de l'écrivain. Celui qui, d'une certaine façon, reprend cela à son compte, et c'est Alain Mabankou, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, mais c'est aussi Daniel Laferrière qui a fini par établir une carte de visite pour définir sa fonction en tant qu'écrivain. Sa profession, c'est commerçant, export, import. Il exporte, il importe les mots. Bien sûr. Et évidemment, si l'écrivain doit se définir comme un artisan, ça veut dire que la littérature est une fabrique. Alors commençons, n'est-ce pas, par définir l'écrivain comme un artisan. Daniel Laferrière se considère, bien sûr, n'est-ce pas, comme un écrivain primitif. Et c'est tout le plaidoyer, bien sûr, n'est-ce pas, de Pays sans chapeau, l'ouverture et la fin du roman. Dans ce Pays sans chapeau, où il explique bien sûr la mécanique qui est celle de la création, il a acheté une Remington, dit-il, n'est-ce pas, avec pédigré, parce que effectivement le marchand ne vend que des vieilles Remington, Remington avec pédigré. Pourquoi? Parce que ça a déjà servi aux grands écrivains. Donc si vous voulez être un grand écrivain, n'est-ce pas, achetez une Remington, n'est-ce pas, avec pédigré, dit-il. Et il explique, n'est-ce pas, quelle est sa mission, quelle est sa fonction. Sa fonction, c'est d'écrire. Et d'écrire quoi? D'écrire tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens. Un vrai sismographe. Subitement, je lève la Remington à bout de bras vers le ciel net et dur de midi. Écris plus vite, toujours plus vite. Non que je sois pressé, je m'active comme un fou alors que autour de moi, tout va si lentement. Je finis à peine une histoire qu'une autre déboule, le trop-plein. Je veux perdre la tête, redevenir un gosse de 4 ans. Tiens, un oiseau traverse mon champ de vision, j'écris oiseau. Une mangue tombe, j'écris mangue. Les enfants jouent au ballon dans la rue parmi les voitures, j'écris enfant, ballon, voiture. On dirait un peintre primitif. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé, je suis un écrivain primitif. Alors, pour comprendre effectivement cette sorte d'orientation vers le primitivisme, il faudrait se souvenir de la peinture haïtienne, du naïf et du primitif haïtien, de ce qui compte justement dans la société haïtienne. Ce n'est pas l'écrivain qui est important, c'est le peintre. Pourquoi? Parce qu'il est le plus proche du peuple. Pourquoi? Parce qu'on peut le comprendre tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est dans la rue. Alors l'écrivain voudrait être tout ça, lui aussi. Il se définit donc comme un écrivain primitif. Le prochain, vous allez comprendre, est encore nettement mieux. C'est Alain Mabankou. Alors, dans une petite nouvelle,
publié à l'occasion du 25e anniversaire du TGV par le journal Télérama. Alain Mabankou avait publié une nouvelle qui est intitulée, je cite, « Propos coupés, décalés d'un nègre presque ordinaire ». Ce qui m'intéresse, c'est propos coupés, décalés. Bon, quiconque ne connaît pas la danse africaine est mort dans cette affaire. Là, il n'y comprendra rien du tout. Mais même s'il n'y comprend rien du tout, mais Alain Mabankou, très malin, va donner à son lecteur le moyen de tout comprendre. Je rappelle que le passage en question sera repris un peu plus tard, n'est-ce pas, dans son roman Black Bazar, qui renvoie, là encore, bien sûr, au rapport qu'il entretient avec et la chanson française et la musique africaine. Pas de chanson française, pas de musique africaine, pas de Black Bazar, donc pas de roman, donc pas d'artisan, donc pas d'écrivain. Au gypse, alors le gypse c'est le grand bar. Au gypse, je suis imbattable quand j'exhibe le coupé décalé. Puisque vous ne comprenez pas le coupé décalé, il vous le dit. C'est la danse ivoirienne du moment. Bon, moi je ne sais pas danser le coupé décalé. Alors, donc, On dit que je ne sais pas danser la salsa. Moi je sais danser la salsa, tu vois, c'est ça la différence. Et alors, les nègres ne peuvent pas tout faire. C'est aussi dans ce bar que je coupe et décale mes propos presque ordinaires d'un nègre. C'est une formule de Jeannot, le patron de cet établissement. Non, je ne suis pas un soulard. Non, je ne suis pas un instituteur. Non, je ne suis pas un écrivain raté. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la musique africaine, vous ne comprendrez pas. Non, je ne suis pas un soulard. Je veux peut-être me mettre à chanter. Non, je ne suis pas un soularé. Zao, bien sûr. Donc c'est bien la musique, n'est-ce pas, de Zao qui est reprise ici et qui permet en fait à l'écrivain de se mettre du côté de la musique, du côté du musicien, donc d'une certaine façon du côté de l'artiste. Je vous ai dit, n'est-ce pas, c'est un artisan. Lui aussi, il fabrique de la littérature. Et il n'est pas un écrivain raté, c'est-à-dire qu'il est un écrivain qui a tout compris de ce que doit être la littérature contemporaine ou l'écriture contemporaine, à savoir une écriture pour un peuple, une écriture dans le peuple, une écriture avec le peuple, et on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir tout à l'heure avec la question de la fiction. Alors, si on ne fait pas les mots coupés décalés, on va faire, n'est-ce pas, l'écriture par étourderie. Alors, cette fois-ci, c'est Sonny Laboutancy. Donc, dans son premier roman, La vie est demie, qui est son premier grand roman, je rappelle, n'est-ce pas, que Sonny Laboutancy est un écrivain qui nous vient d'abord du théâtre. Donc, Sonny Laboutancy écrit ceci, n'est-ce pas, dans l'avertissement de La vie est demie. La vie est demie, ça s'appelle écrire par étourderie. Oui, moi qui vous parle de l'absurdité de l'absurde, moi qui inaugure l'absurdité du désespoir, d'où voulez-vous que je vous parle, sinon du dehors? À une époque où l'homme est plus que jamais résolu à tuer la vie, comment voulez-vous que je parle, sinon en cher mot de passe? C'est le début, en quelque sorte, n'est-ce pas, de La vie est demie. Alors on s'attendrait à ce que Sonny Laboutancy, n'est-ce pas, nous parle des dictatures, qu'il mette, bien sûr, n'est-ce pas, en scène l'incurie des pouvoirs, qu'il montre très bien la figure qui est celle, n'est-ce pas, des prostituées, enfin, bref, la tropicalisation de la société congolaise. Il va y revenir, mais en se justifiant. Comme on va le voir, n'est-ce pas, dans un moment. Il ne se considère pas comme un écrivain engagé, il se considère au contraire comme un écrivain engageant. Des amis m'ont dit, je ne saurais jamais pourquoi j'écris. Moi, par contre, je sais. J'écris pour qu'il fasse peur en moi. Et comme dit Ionesco, je n'enseigne pas, j'invente. J'invente un poste de peur en ce vaste monde qui fout le camp. À ceux qui cherchent un auteur engagé, je propose un homme engageant. Que les autres qui ne seraient jamais mes autres me prennent pour un simple menteur. Évidemment, l'artiste ne pose que l'une d'une infinité des ouvertures de son œuvre. Puisqu'il s'agit d'un écrivain qui se veut qui ne se veut pas un écrivain engageant, mais qui se veut un homme engageant, alors il faudrait bien qu'il soit de la société dont il parle. Évidemment, être de la société dont il parle, c'est la société tropicale, c'est la société congolaise, et donc le tropicalisme congolais est un tropicalisme qu'il faudrait qu'il explique. Sinon, on risque de confondre le point à partir duquel, n'est-ce pas, il va créer son œuvre. À l'intention des amateurs de la couleur, donc, de la couleur locale, qui m'accuseraient d'être cruellement tropical et d'ajouter de l'eau au moulin déjà inondé des racistes, je tiens à préciser que La vie est demie devient cette fable qui voit demain avec des yeux d'aujourd'hui. Qu'aucun aujourd'hui politique ou humain ne vienne s'y mêler, cela prêterait à confusion. Le jour où il me sera donné l'occasion de parler d'un quelconque aujourd'hui, je ne passerai pas par 1000 chemins, en tout cas pas par un chemin aussi tortueux que la fable. Et on comprendra bien sûr, n'est-ce pas, qu'Alain Mabankou, parlant, n'est-ce pas, d'un aujourd'hui, ne passe pas par un chemin aussi tortueux que la fable.
confère, bien sûr, n'est-ce pas, les débats congolais contemporains. Alors, évidemment, si je m'arrête un instant sur ce point, c'est bien parce que Sonia Laboutansi voudrait ici rappeler qu'il ne faut pas faire de confusion, dès lors qu'il s'agit d'écrivains africains, entre le réel et la littérature. La littérature n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le réel. Ou si ça a quelque chose à voir avec le réel, ça a quelque chose à voir avec le réel en tant que fable, ou bien en tant que source de la fable. Le travail de l'écrivain, c'est un travail d'affabulation, ou bien un travail de fabuliste. C'est bien, n'est-ce pas, une histoire qui nous raconte, et ce n'est pas le réel qui est raconté. Ça n'est qu'une source. Le réel n'est qu'une source de la littérature, et ce ne sera jamais la fin de cette littérature. Véronique Tadjo, dans son dernier essai qui s'appelle Pokou, Reine Pokou, entend justement, elle aussi, revenir sur ce qu'est en quelque sorte la légende, qui est la légende africaine, une légende bien connue, qui est la légende de Reine Pokou. Et cette légende de Reine Pokou est une légende qui a nourri, on le sait très bien, de nombreux fantasmes, a même servi, on le sait très bien, n'est-ce pas, de justification à des nationalismes, et en particulier, n'est-ce pas, le nationalisme ivoirien. Et reprenons à son tour la fable, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? De convertir cette fable, de convertir cette légende en une sorte de tableau. Et quand on connaît l'œuvre de Véronique Tadjo, on sera sensible ici au fait que la référence qui est faite à l'enfant oiseau est la référence de l'un de ses meilleurs tableaux. Je rappelle, n'est-ce pas, que Véronique Tadjo est tout à la fois poétesse, écrivaine, romancière et peintre. Et que ce qui compte, bien sûr, n'est-ce pas, pour elle, c'est d'abord et avant tout la peinture. Beaucoup encore, donc, sous d'autres traits, dans d'autres temps, comme si la légende pouvait être confiée à l'infini, revisitée maintes fois pour tenter de résoudre l'énigme de cette femme, de cette mère qui jeta son enfant dans le fleuve. Fin de citation. Alors évidemment, l'ensemble de toutes ces propositions consacrées à l'écriture, consacrées à la littérature, visent pour les écrivains à nous rappeler ce que doit être la littérature et qui n'est rien d'autre qu'une fiction. Ça n'est pas du tout le réel, c'est une fiction. De grâce, ne demandez pas aux écrivains de faire ce qu'ils ne savent pas faire. Ne leur demandez pas, n'est-ce pas, de renverser le monde. Bien sûr, Mongo Betty avait rappelé que chez les écrivains qui sont des écrivains du Sud, et en particulier chez les écrivains africains, l'écriture n'est pas neutre. L'écriture peut servir, n'est-ce pas, à renverser les pouvoirs. L'écriture doit servir à renverser les pouvoirs. L'écriture doit être utile au devenir social. Certes, mais à considérer cette sentence de ce simple point de vue, qui est un simple point de vue efficace, on finit, n'est-ce pas, par oublier ce qui est en quelque sorte ce qu'est la littérature, ce qu'est la fiction, à savoir véritablement une fabrique. Les écrivains fabriquent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent, on le sait très bien, n'est-ce pas, à partir du réel, une réalité qui doit vous plaire, une réalité à laquelle vous devez être sensible, une réalité qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'être sensible à ce que doit être finalement la littérature. Quand vous allez voir un écrivain, je crois, mais si je me trompe là, il faudrait que tu me corriges, quand vous allez voir un écrivain, quand vous cherchez un texte littéraire, ça n'est pas pour découvrir la réalité. Si vous essayez de découvrir la réalité, alors vous vous trompez. En fait, ce que vous essayez de chercher chez un écrivain, c'est une voix. Ce que vous essayez de chercher chez un écrivain, c'est une couleur. Ce que vous essayez de chercher chez un écrivain, c'est sans doute une écriture, ou bien un style. Et c'est en cela, bien sûr, n'est-ce pas, que l'on pourrait reconnaître les écrivains. Si le sujet est donc intéressant, me semble-t-il, de la figure, c'est bien parce qu'à travers ces différentes mises en garde, les écrivains francophones entendent simplement nous faire remarquer qu'il existe de grands écrivains francophones. Et ces grands écrivains francophones ne se reconnaissent qu'à leur style qui est un style propre. On reconnaît le style d'Alain Mabankou à travers l'ensemble de toutes les œuvres qu'il a publiées, et chacune des œuvres ne fait que renforcer le style qui est le sien. Évidemment, les esprits chagrins vous diront Alain Mabankou écrit toujours exactement la même chose. Je réponds toujours à ce moment-là, il faudra avoir d'une part le courage d'écrire la même chose et d'autre part le style de pouvoir le faire. Parce que cela n'est pas évident. On peut faire exactement la même remarque, par exemple, à propos de Dany Laferrière. Si Dany Laferrière est un grand écrivain, c'est parce que vous reconnaissez le style de Dany Laferrière. Mais vous le reconnaissez peut-être parce qu'il écrit presque toujours exactement la même chose qui est reconnaissable. On peut faire la même remarque à propos de Mongo Betty ou bien à propos de Senghor. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce qu'on demande parfois aux écrivains ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'on ne demande jamais aux peintres. Pour reprendre une expression, n'est-ce pas, qui est celle de Dany Laferrière. On ne demande jamais au peintre pourquoi le peintre peint toujours la même couleur. On ne demande jamais au peintre naïf ou au peintre primitif haïtien pourquoi il peint toujours le paysage, toujours de la même façon. On ne leur pose jamais cette question. En revanche, on pose la question toujours à l'écrivain. On lui demande, quelle est la figure nouvelle que tu nous proposes avec ton nouveau roman? Il ne propose pas de figure nouvelle, il propose une autre facette de la même figure. Il propose une autre facette du même roman. Je pourrais le faire à propos de tous les romans d'Alain Mabankou, mais je ne le ferai pas ici. Je prendrai juste pour illustrer quelqu'un qui est très proche de lui, bien sûr, n'est-ce pas, et qui est Dany Laferrière.
Pourquoi? Parce que Daniel Laferrière a très bien compris, à travers le dernier roman qu'il nous propose, ce que doit être la littérature aujourd'hui, qui est une œuvre de recyclage. Lorsque vous lisez Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, qui est le roman que j'ai cité à l'instant, qui est un récit qui date de 2016, on s'aperçoit très bien que la trame du roman est une trame qui ne fait que reprendre l'ensemble de tout ce qu'il a écrit depuis au moins Pays sans chapeau, l'écrivain en pyjama ou l'écrivain japonais. Pourquoi? Parce que la trame est toujours exactement la même, parce que l'écriture est toujours exactement la même, parce que le sujet est exactement le même. Il faudrait absolument que l'écrivain arrive à travers, pour reprendre son expression, 26 lettres de l'alphabet, de A à Z en français, construire justement, n'est-ce pas, un monde qui est un monde qui peut être un monde inouï, à partir de 26 lettres de l'alphabet. Il faudrait donc arriver à réfléchir à partir de ce point de vue à l'idée selon laquelle les écrivains travaillent bien sûr avec une matière, à savoir l'alphabet, construisent tous à partir de cet alphabet un monde. De la même manière bien sûr qu'un musicien nous construit bien sûr, n'est-ce pas, une chanson à travers des sons. Et de la même façon, n'est-ce pas, qu'un peintre nous construit, n'est-ce pas, un tableau à partir des palettes de couleurs. Ce n'est pas aussi différent que cela. Si on ne met pas cela en perspective, on finit, n'est-ce pas, par demander à l'écrivain ce que l'écrivain ne peut pas faire, à savoir, bien sûr, inventer à partir de l'inexistant. D'autre part, cette prise de position permet effectivement de dédouaner l'écrivain de ce que je pourrais appeler l'assignation à territoire. C'est-à-dire qu'au fond, on finit, n'est-ce pas, par oublier que l'écrivain se situe dans un espace qui est comme celui de tout artiste, comme de tout artisan, un espace dans lequel l'écriture ou la littérature, le roman, la poésie ou le théâtre ne sont que des essais que l'on fait à un certain moment donné d'une production et qui peuvent soit réussir, soit échouer. Soit réussir, soit échouer. Parce que c'est bien, n'est-ce pas, dans cette perspective que se trouve précisément la création. Et la grandeur, me semble-t-il, des écrivains francophones contemporains, c'est bien entendu de s'être posé toujours la question de savoir est-ce que l'œuvre que je produis est une œuvre qui réussit ou pas? Est-ce que l'œuvre que j'ai produite va réussir ou non? Et à cela, il n'y a qu'un seul critère. Comme pour le peintre, comme pour le musicien, c'est le spectateur. Comme pour le peintre, comme pour le musicien, c'est le lecteur. Et les écrivains francophones contemporains ont tous compris que le lecteur est d'abord celui à qui ils doivent s'adresser. De la même façon que le peintre s'adresse, n'est-ce pas, à un spectateur, de la même façon, n'est-ce pas, que le musicien s'adresse à un public. Et parce qu'il s'agit, bien sûr, n'est-ce pas, d'une chaire de création artistique, il conviendrait, bien sûr, n'est-ce pas, de se souvenir que cette chaire de création artistique n'aura de sens qu'à condition que le public, et vous êtes nombreux, attestiez du fait, n'est-ce pas, qu'il y a un succès. Alors, Daniel Laferrière disait qu'en Amérique du Nord, le succès ne se discute pas. Il me semble que la chaire de création artistique non plus ne se discute pas, on ne peut pas discuter son succès. Il me semble que les écrivains africains contemporains, ou caribéens contemporains, précisément, ont mis dans la notion de contemporanéité la notion de succès. Entendons-nous bien, le succès n'est pas mauvais. Entendons-nous bien, le succès n'est pas amoral. Entendons-nous bien, le succès ne permet pas en quelque sorte, n'est-ce pas, de supposer qu'il y a une sorte de hiérarchie de la littérature. Non, pas du tout. Au contraire, s'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de littérature. Et s'il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'histoire littéraire. Et s'il n'y a pas d'histoire littéraire, il n'y a pas de peuple. C'est en gros, je crois, ce que l'on peut arriver à dégager comme conclusion de ces quelques figures que je viens de vous présenter des écrivains francophones contemporains. Merci.